Moi, je vais revenir sur un point. Dr Mariko a parlé d'objectifs. Je vais complètement parler de vision. Conformément à notre modèle de développement, mais pas développement juste social, développement économique et politique et social, quelle est la vision que nous avons de l'éducation? Nous sommes en train d'éduquer les gens pour aller vers où? Parce que ce qui se passe, c'est que cette éducation de masse et de qualité sont liées, mais quelque part viennent s'opposer aussi. Je vous donne juste un exemple. Au mois de mai, moi j'ai fait les régions de Mopti et de Ségou, donc les cercles de Santomia et Bandiagara, et j'ai discuté avec les communautés, c'était avec les femmes. Et on a parlé de l'éducation, de l'apprentissage, de comment ça se fait. Je leur ai posé juste une question, c'était quoi les enjeux qui se posaient à elles? Elles ont parlé des petits problèmes de maraîchage, mais le principal problème qu'elles ont évoqué, c'était l'emploi de leurs enfants. Elles ont dit ceci. On est venu nous sensibiliser. On nous a dit d'envoyer nos enfants à l'école. Nous les avons envoyés à l'école et nous nous sommes nous-mêmes occupés de nos travaux champêtres, de nos travaux domestiques. Donc c'est une sorte de main-d'œuvre que nous avons perdue en les envoyant à l'école. Ces enfants sont restés à l'école pendant des années et aujourd'hui, ils reviennent à nous. Ils n'ont pas d'emploi. Alors, ça a servi à quoi qu'on les envoie à l'école? Si c'est ça, nous, on ne les envoie plus à l'école parce que si nous les gardons à la maison, ils nous sont utiles, ils peuvent nous apporter quelque chose. Alors, c'est quoi la vision? Pourquoi nous éduquons les gens? Pour que ce soit des personnes productives, que ces personnes puissent faire quelque chose de ce qu'ils apprennent, pour qu'ils puissent transformer cela, pour qu'ils puissent investir cela et faire quelque chose de leur vie, ou c'est le tableau que ces femmes ont représenté? Parce que finalement, qu'est-ce que je pouvais leur dire? C'est aussi, et c'est là où je parlais de qualité. Qu'est-ce qu'ils ont appris? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Est-ce qu'aujourd'hui, on a encore besoin de juristes? Moi, je suis allée à la fac de droit parce que j'avais pas beaucoup de choix, en réalité. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans ça. Après, déjà, le DF, pour être orienté, tu sais pas vraiment où aller parce que tu n'as pas beaucoup de choix. Soit tu vas au lycée, tu fais lettres ou sciences, ou tu vas dans une école professionnelle et les gens ne sont pas vraiment orientés. Et toutes ces écoles que nous avons, même au niveau universitaire, est-ce que c'est ce dont on a besoin? Est-ce que cela est vraiment adapté au contexte actuel? Parce que lorsque je discute avec beaucoup de gens, des générations avant, les générations sacrifiées, ce qui nous revient souvent, c'est « Ah non, nous on a étudié ». Oui, à l'époque, il y avait le besoin. Mais aujourd'hui, les enjeux changent, le monde change. Et on ne peut pas rester nostalgique de ce qui s'est passé. On doit plutôt voir qu'est-ce qui se passe dans le monde et comment nous pouvons suivre le mouvement et justement fabriquer, je vais le dire comme ça, des personnes qui sont utiles à la société, mais à elle-même. Parce que justement, si on n'améliore pas la qualité et qu'on n'a pas une vision claire de ce qu'on veut, ce qui va se passer, c'est que ça va impacter sur l'éducation de masse dont on a parlé, qui est aussi importante, parce que les gens vont commencer à ne plus scolariser les enfants, parce que pour eux, ils peuvent être utiles au champ ou à la maison. On sait qu'il y a des inégalités territoriales très fortes en matière éducative, des inégalités sociales très fortes. Est-ce qu'il y a aussi des inégalités de genre? Ah, bien évidemment, bien évidemment. Alors, nous sommes en train de parler des enjeux et là, actuellement, il y en a tellement. Il y a la question de violence en milieu scolaire, par exemple. Je pense que les deux ont un peu touché cet aspect-là. Il y a énormément de questions, mais on a parlé de l'éducation de façon globale. Déjà, bien avant la crise, bien avant maintenant, on va dire qu'il n'y avait pas vraiment une égalité entre les filles et les garçons en matière d'éducation. Je pense que les derniers chiffres, c'était 70% de taux de scolarisation pour les garçons contre 50% pour les filles. Et ce 50%, on ne peut pas juste se limiter et dire 50% de filles ont été envoyées à l'école. Mais ces 50% sont allés où? Cette scolarisation les amène où? Et il y a tellement de facteurs au niveau de la société même, les inégalités sociales qui existent et qui influencent le parcours scolaire des filles. Par exemple, les filles, elles doivent non seulement aller à l'école et avec tous les kilomètres qu'on fait en dehors de Bamako pour aller à l'école, mais tu dois aussi t'occuper de tes frères et sœurs, aider ta mère dans les travaux domestiques. Ça, c'est quelque chose que tu fais, c'est obligatoire. Quand tu reviens, tu le fais. Et certaines n'arrivent pas à suivre le rythme parce que la lourdeur des travaux domestiques est là. Mais
un autre aspect, c'est que j'ai déjà entendu sur le terrain, dans les communautés, que envoyer son enfant à l'école, c'est comme arroser le jardin du voisin, sa fille. Envoyer sa fille à l'école, c'est comme arroser le jardin du voisin parce qu'elle va partir un jour. Et donc, il y a d'autres aspects qui font que les filles ne continuent pas, comme par exemple, on les déscolarise pour les donner en mariage. On estime qu'elles doivent être données en mariage assez tôt. Et l'État du Mali est d'accord avec ça parce que la loi permet qu'on donne les jeunes femmes en mariage à l'âge de 15 ans. Et au-delà de cette question... Mais est-ce que arroser le jardin de son voisin, c'est pas arroser? Est-ce que arroser le jardin de son voisin, c'est pas aussi arroser le jardin commun, le jardin de la collectivité, le jardin de... Moi, je suis d'accord avec ça, mais encore faut-il l'expliquer aux gens. Docteur Mariko, en fait, l'âge du mariage pour la jeune femme, c'est 16 ans dans le code de la personne et de la famille, mais 15 ans avec l'accord des pères et mères et en cas de circonstances graves qui va être attesté par l'autorité. Mais aussi, pour aller plus loin, le cadre d'apprentissage aujourd'hui n'est pas vraiment un cadre qui est très favorable aux jeunes femmes. Hein. Je sais qu'il y a eu un grand scandale autour de cette question lorsque l'ORTM l'a évoqué la dernière fois. L'école n'est plus un cadre sûr pour les jeunes filles parce que déjà il y a le harcèlement sexuel, on va le dire comme ça, et de la part des enseignants et de la part des camarades d'école. Et avec toute cette question d'insécurité, de violence, les gens ne sont plus très confortables d'envoyer les filles à l'école. Et de façon très vulgaire, et je vais juste redonner ces mots, un enseignant m'a dit que le mouton broutait là où il est attaché. Et j'ai entendu dans des émissions à la radio, par exemple, que les jeunes filles s'habillaient mal. Alors, c'est quoi la notion de s'habiller mal? Ça, c'est assez, on va le dire, relatif. S'habillait mal et qu'elle méritait toute cette violence qui se passe. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que les filles n'ont parfois pas envie d'aller à l'école à cause de ça. Et donc, il y a beaucoup d'aspects comme ça, il y a beaucoup de questions comme ça qui constituent des inégalités et qui posent un frein pas seulement non à la scolarisation, mais au maintien des filles à l'école, mais aussi à la qualité de l'enseignement qu'elles reçoivent et à la finalité de leur parcours scolaire, en fait. Oui, peut-être juste avant de rebondir sur ce que Dr Mariko a dit, Moustapha Diko, quand on parle d'éducation, quand on parle de système éducatif au Mali, il y a un acteur qui vient à l'esprit de beaucoup de gens, c'est l'AEM, l'Association des élèves et étudiants du Mali, qui a fait parler d'elle il y a encore quelques semaines. Quel est votre regard sur cette association, sur son parcours, sur ses mutations ou sa mutation depuis sa création dans les années 90 jusqu'aujourd'hui en 2020? Est-ce qu'on doit la réformer? Est-ce qu'on doit la supprimer comme le préconisent certains? Oui, l'AEM, je pense que son parcours n'est pas uniforme. Il fut un temps, c'était comme un peu dans tous les syndicats d'ailleurs, je crois, c'était défendre les intérêts matériels et moraux des élèves et des étudiants. C'était quelque chose de bien compris, quelque chose de bien accepté, avec des leaders qui effectivement voulaient ça et qui comprenaient ça, les maricots. Et puis petit à petit, les choses ont évolué et se sont gâtées. Mais ça, c'est l'évolution qui fait ça. L'évolution qui fait ça. C'est pour ça que je reviens, après je reviendrai à la question de l'AM, je reviens à ce que Omar disait par rapport à l'école coloniale. Mais l'école coloniale, les Africains n'en voulaient pas, les Maliens n'en voulaient pas. C'est pour cela que ce n'était pas des privilégiés que l'on envoyait là-bas. On envoyait plutôt des gens pour qui on n'avait pas beaucoup de considération. C'est comme ça que ça s'est passé. Et le colonisateur, il a compris, il faut les mettre dans toutes les conditions. C'est pour ça que quand nous sommes venus à l'indépendance, on s'est trouvé dans une espèce de dichotomie entre le sommet et la base de notre société. Est-ce qu'on a bien géré cette question? D'ailleurs, je ne sais pas. Donc, le colonisateur, lui, il avait besoin des cadres qu'il formait. Et il mettait le prix. Et ils n'étaient pas nombreux. Donc, il pouvait mettre autant qu'il voulait. Avec l'indépendance, on avait des besoins en cadre. Et urgemment, rapidement. On a recruté les 6 outards.
c'est-à-dire des apprentis mécaniciens, etc., qui avaient plus ou moins, qui savaient baragouiner le français. Ils n'étaient pas tous comme ça. Il y en avait de très bons parmi eux. Mais on les a recrutés pour y aller rapidement. Parce que le pays en avait besoin, l'État en avait besoin. Et il les a formés effectivement. Il a même compressé les programmes scolaires. Ce que les autres faisaient en 10 ans, on a ramené ça à 9 ans. Et ça continue encore aujourd'hui comme si on était dans cette même urgence. Ça continue encore. Les autres ils font ça en 10 ans, nous on fait en 9 ans. Parce qu'on en avait besoin. Et on en a formé à foison. Et on a formé pour nous, on a formé même pour les autres. C'est-à-dire les enseignants maliens, quand les conditions sont devenues difficiles, mais ils s'exportaient. Ils allaient enseigner dans des pays qui n'avaient pas fait cette réforme-là et qui avaient besoin d'enseignants. Donc on les a aidés à avoir la masse critique d'enseignants dont ils avaient besoin. Et dans les années 90, moi je suis témoin, dans les années 90, ils ont commencé à renvoyer nos enseignants. Ils ont commencé à renvoyer nos enseignants. Comme quoi, bon, entre deux personnes qui cherchent le job, il y en a un qui est du pays, qui est citoyen du pays, et puis l'autre qui est malien, qui a vécu toute sa vie là. Mais on recrute le citoyen du pays. Et aux Maliens, on dit, bon, il faut aller chercher ailleurs. Et donc, ils ont commencé à dire, mais qu'est-ce que nous on fait? Il faut qu'il y ait une politique pour que l'État nous crée les conditions de retour, etc., etc. Donc, on a formé même pour les autres. Moi, je ne parle pas de l'évolution des sociétés, je ne parle pas de l'évolution politique, idéologique, mais ça, c'est une lapalissade. C'est une lapalissade. Le colon avait besoin des gens qu'il formait, il mettait le prix. Le régime socialiste avait besoin des cadres qu'il formait, il mettait le prix. Mais ils n'étaient pas nombreux au temps du colon, ils n'étaient pas nombreux au temps du régime socialiste. C'est ce même régime-là, en fait, en termes d'école, c'est ce même régime-là qui s'est poursuivi. Sur la base de cette réforme, ils n'ont rien changé du tout, jusqu'à ce qu'on arrive au programme d'ajustement structurel. À partir de 1983, on ne recrutait plus à la fonction publique. Alors que les gens allaient à l'école pour être recrutés à la fonction publique. Donc, il a commencé à y avoir un entassement. Un entassement. C'est-à-dire, au temps de Marico, mais tu es dans une structure d'enseignement supérieur, mais tu avais ta bourse 12 mois sur 12, tout le temps que tu pouvais rester dans l'enseignement supérieur. C'est-à-dire que tu pouvais, je pense qu'il y avait deux redoublements, pas dans la même classe, mais dans le circuit. Je pense qu'on pouvait... Les gens, ils se sédentarisaient. Ils se sédentarisaient. Parce que mieux valait rester dans le système que de sortir et d'affronter le vide. Et même quand ils sortent malgré tout, ils s'asseyent à la maison. Moi, j'ai fait des études de droit. Il me faut avoir un job concernant le droit. Mais il n'y en a pas. À l'époque encore, il y en avait. Aujourd'hui, ils sont plus de 35 000. Je donne des chiffres comme ça. Ils sont plus de 35 000 à la fac de droit. Quand est-ce que nous aurons besoin de 35 000 étudiants, 35 000 juristes? Quand? À la faculté de médecine, ça allait plus ou moins. Nous étions une école cotée dans la sous-région et ailleurs. Les gens venaient du Congo, les gens venaient des Comores pour notre école de médecine. Mais parce que les conditions étaient bonnes. Aujourd'hui, si vous y allez, je ne dis pas exactement aujourd'hui, mais il fut un temps quand vous y allez, mais la pléthore était là. Il y avait beaucoup trop d'étudiants. On a voulu instaurer le numerus clausus. Ils ont dit non. Quel numerus clausus? Pourquoi est-ce que vous allez priver les enfants de continuer leurs études? Mais oui, parce qu'il faut sélectionner. Il faut sélectionner. Un médecin doit être un bon médecin. S'il n'est pas un bon médecin, ça devient un danger public. Mais pour former un bon médecin, il faut le former dans des conditions précises. Il faut le former dans des conditions précises. Donc, il y a tous ces problèmes-là qui viennent se greffer à l'évolution sociale, idéologique, politique, culturelle. Et le monde évolue, hein. Le monde évolue. Et démographique, malgré tout. Malgré tout. Plus vous recrutez, plus vous avez besoin de moyens. Plus vous recrutez, plus vous avez besoin de moyens. Et on compare souvent avec les autres pays. On n'est pas dans le même système. On n'est pas dans le même système. Et j'ai dit, beaucoup d'enseignants maliens se sont exportés après le pass là. Ils se sont exportés, même avant, parce qu'on payait mieux ailleurs. On payait mieux, ils en avaient besoin pour vivre.
Et donc, ça se poursuit. Le système, la prise en charge du système éducatif dans ces pays et nous, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Et c'est quoi la différence? La différence, par exemple, c'est que de la première année jusqu'à la fin, l'État prend en charge au Mali. Et vous savez, on ne le sent pas. Mais tous les élèves qui sont admis au DF, ils ont la demi-bourse. La demi-bourse. Parce que si vous voyez, au temps où nous étions dans le secondaire, nous étions boursiers, je pense les marigots aussi, nous étions boursiers, nous étions à l'internat. Pour ceux qui étaient à l'internat, vous avez donc les cours, l'enseignant, la classe, etc., etc. Vous aviez le manger aussi. Vous étiez habillés aussi. Donc tout ça, ça entrait dans la bourse. Mais ceux qui n'étaient pas à l'internat, eux, ils avaient la demi-bourse. Et ils avaient la demi-bourse. Donc on leur donnait, j'ai peur de me tromper, 35 000 ou 45 000, je ne sais plus très bien, qu'on leur donnait comme étant la demi-bourse. Mais cette demi-bourse-là, le reste là, il continue d'être payé à tous les élèves maliens. À tous les élèves maliens. Et les choses vont vite. La massification, ça apporte des besoins en financement énormes. Si on prend par exemple le budget de l'éducation, j'ai réalisé un peu les chiffres hier soir, le budget de l'éducation dans les années 90, 92, 13, on était à 20 milliards pour l'éducation. 20 milliards, le budget de l'éducation. Aujourd'hui, rien que pour les frais scolaires, on est à plus de 25 milliards en 2013. C'est-à-dire que je n'ai pas actualisé. Hein. En 2013, on était à plus de 25 milliards. Les frais scolaires, c'est ce qu'on paye à l'enseignement privé. Et ces frais scolaires n'existent que dans le secondaire. Mais c'est plus que le budget de l'éducation totalement dans les années 90. Nous allons revenir sur cette question-là. Pour ce qui concerne l'AEM, oui, je dis pour ce qui concerne l'AEM, on peut très bien comprendre que les choses évoluant, les conditions changeant, et les choses se mercantilisant, que ça aille c'est-à-dire décrescendo, quoi. Que ça aille décrescendo. Parce qu'aujourd'hui, bon, la qualité n'y est pas souvent. Moi, j'ai connu un secrétaire général de l'AEM qui te parle à peine français. On l'a connu. Il vient, bon, moi je vais m'exprimer en bamba. Oui, mais attends, le secrétaire général de l'AEM ne peut pas faire un discours en français. C'est pas Oumar Mariko, ça. C'est pas Zarawana, ça. Maintenant, ça existe. Et ils ont des conditions que ceux-ci n'avaient pas. Ils gèrent des budgets. Et donc, ce n'est plus des élèves et des étudiants. En fait, c'est des gens qui sont installés là et ils vont traîner le plus possible pour ne pas sortir de ce système. Et ils vont le rendre de plus en plus laxiste. Parce que, en se massifiant comme ça, en devenant plus nombreux, je dis que lui, il n'avait que 30 000 personnes, hein, il ne savait pas. Mais aujourd'hui, ils ont plus de 100 000 personnes à leur disposition. Ça, c'est seulement l'enseignement supérieur. Si tu ajoutes le secondaire, et quand ils sont très fâchés, ils vont jusqu'au fondamental, c'est énorme. C'est un poids énorme, quoi, qu'ils peuvent manipuler. Et il faut faire extrêmement attention à cette situation-là. Et il faut que les gens s'impliquent. Que les gens comme les marigots s'impliquent, par exemple. Parce que ils sont très souvent dans l'accusation des politiques. Ils sont très souvent dans l'accusation des politiques. Ils ne sont pas dans la conscientisation, en général, des élèves et des étudiants. C'est-à-dire appeler la personne vers ses responsabilités. En général, ils ne sont pas dans ça. Pourquoi? Vous savez, c'est aussi un devoir pour tout le monde. Quand un enfant, moi je me rappelle quand dans les années 2000, j'étais à l'éducation, les jeunes de l'AM qui venaient et qui négociaient avec nous. Bon, ça fait 10 ans, l'école est en crise.
Ça fait 10 ans que l'école est en crise. Et il en parle comme si c'est juste une accusation d'eux. J'ai dit, mais attendez, ça fait 10 ans. Vous avez quel âge aujourd'hui? 18 ans. J'ai dit, donc ça fait 10 ans que vous n'avez rien appris et vous êtes encore à l'âge de 8 ans. Est-ce que vous savez l'impact de cela sur votre vie personnelle? Sur votre vie personnelle. C'est-à-dire, depuis 10 ans, vous n'avez pas fait cours. Depuis 10 ans, l'école est en crise. Est-ce qu'on ne peut pas, en restant en classe, continuer les négociations? C'est pas mieux, ça? Non, ils ne préfèrent pas. C'est-à-dire, dès qu'un secrétaire général ne veut pas aller à l'école, il sonne la cloche, et dès qu'on entend le son de cloche, tout le monde s'égaye. Tout le monde s'en va.